Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Antoine, je suis cofondateur de Yodé avec Vincent, on est deux cofondateurs. Bonjour. Et on a créé Yodé qui est en fait un système d'exploitation qui est basé sur Android. Alors, c'est compatible avec les applications Android. Mais il a quelques particularités, ce système. Notamment, il bloque les publicités et les mouchards sur le téléphone. Alors nous, chez Yodé, on vend des téléphones qui sont préinstallés avec ce système-là. Donc on a des téléphones qui sont reconditionnés et des téléphones neufs. Alors aujourd'hui, on va voir comment sont collectées nos données personnelles sur nos mobiles et quels moyens on a pour se protéger face à cette collecte. Alors d'abord, il y a un focus à faire sur Google. Je pense que vous vous y attendez. Google est le plus gros marketeur du monde. Il est leader sur plein de marchés. Le marché des navigateurs, le marché des moteurs de recherche et entre autres le marché Android, puisque Google à 80% des parts du marché sur système mobile. Et donc Google collecte énormément de données sur les utilisateurs d'Internet. Et il y a une étude qui a été réalisée par un chercheur américain et qui a montré cette collecte sur Android notamment. Et du coup, il a défini cette collecte, il a catégorisé cette collecte en deux parties. La première, c'est la collecte active. Donc ça, c'est quand l'utilisateur communique directement des informations en utilisant Gmail, YouTube, Google Maps, etc. Donc cette collecte qui se fait active, elle se fait de façon consciente. L'utilisateur a totalement conscience sur le papier de cette collecte. Par contre, il y a une deuxième collecte qui s'appelle la collecte passive de données et qui est un peu plus opaque et qui se fait parfois à l'insu de l'utilisateur. Cette collecte, c'est une collecte qui s'effectue déjà sur le système. Le système Android est paramétré de façon à collecter un peu tout le temps les données des utilisateurs. Les applications Google aussi. Elles sont instrumentées de façon à collecter des données. Et quelque chose qui est assez intéressant sur cette étude, c'est que le chercheur a laissé un téléphone Android allumé pendant toute une journée, inutilisé. À la fin de la journée, Google avait collecté plus de 300 fois la localisation du téléphone sur Android, alors qu'il n'utilisait même pas le téléphone. Donc cette collecte passive, c'est quelque chose dont on se rend moins compte. Et pourtant, ça permet à Google de pouvoir tracer les utilisateurs H24. Il a aussi montré que Google pouvait faire de la désanonymisation avec des identifiants qui sont prétendument anonymes. Donc ça, c'est notamment avec l'Android, l'Advertising ID de Google, qui peut être couplé avec des identifiants Google. Alors malheureusement, il n'y a pas que Google qui fait cette collecte, puisque quand vous installez des applications que vous utilisez, vous naviguez sur des sites, etc., les applications, les éditeurs et des publicitaires, plein d'acteurs de la tech collectent les données de façon active, de la même façon que quand vous utilisez une appli Google, vous transmettez des données, mais aussi de façon passive. Et cette étude réalisée sur 100 000 applications, elle montre quelque chose d'intéressant, c'est que Google a des mouchards sur quasiment 90% des applications Android. Donc ça passe par des librairies qui sont incorporées dans les applications et qui sont instrumentées du coup de façon à collecter les données et entre autres collecter des données pour Google. On voit que Facebook est pas loin derrière, sur presque une application sur deux. Et si on continue la liste, il y a des entreprises dont vous n'avez jamais entendu parler qui font du business sur la donnée. Alors les conséquences, ça peut être une sensation un peu gênante d'avoir des publicités ultra ciblées et d'avoir la sensation d'avoir un téléphone sur écoute, mais ça peut aller plus loin avec des scandales qui font surface sur des affaires
de données qui sont utilisées à des fins qui sont plus vraiment commerciales, mais à des fins politiques, de manipulation de comportement, ou des fuites de données. Vous avez des fuites de données qui peuvent soit émaner du téléphone en lui-même, ou alors, des fois, c'est des serveurs qui se font hacker tout simplement. Donc, il y a de plus en plus de scandales qui font surface. Alors, pour se protéger, on a vu que le système était préconfiguré de façon à collecter les données des utilisateurs et les applications aussi qui sont préinstallées, notamment les applications Google. Donc un premier travail à faire, c'est de dégoogliser le système. Donc ça passe par des réglages du système Android, mais aussi des applications. Vous savez que quand vous achetez un téléphone, aujourd'hui, vous avez une flotte d'applications Google préinstallées, mais vous avez aussi une flotte d'applications qui vient du constructeur. Par exemple, si vous achetez Samsung, vous avez plein d'applications Samsung qui viennent avec. Vous avez parfois l'opérateur qui rajoute sa couche d'applications dessus. Ces applications, elles peuvent servir à certains utilisateurs, mais pour la plupart, excusez-moi si excusez-moi pour les constructeurs ou les opérateurs, s'il y en a qui sont présents là, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas utilisées, et non seulement elles ne sont pas utilisées, mais elles ne sont pas désinstallables. Et donc ça, c'est un problème, parce que certaines applications sont instrumentées de façon à collecter ces données, même si vous n'en servez jamais ou vous ne les avez jamais utilisées, elles peuvent collecter des données sur les utilisateurs de façon passive. Ensuite, une fois que vous débarrassez le système, vous le cleanez, il faut le repopuler avec des applications alternatives qui sont plus respectueuses de la vie privée. Ça peut être un navigateur qui a des configurations de base pour éviter les cookies tiers, etc. Mais ensuite des applications basiques, l'horloge, l'appareil photo, etc., etc. Et ensuite, un troisième point important, c'est sur les applications qu'on installe par-dessus. On va ajouter, chaque utilisateur va rajouter des applications, des réseaux sociaux, ça peut être n'importe quoi, des applications de mail, enfin, toutes les applications. Si derrière, vous les installez et qu'elles pompent vos données, c'est un peu problématique. Donc il faut une solution de pare-feu, une solution pour se protéger là-dessus. Et j'en viens à parler... Alors, déjà, ces étapes, ça nécessite quand même d'avoir à minima des connaissances en informatique, mais souvent plus, puisque les applications qui sont préinstallées, elles ne sont pas désinstallables, donc ça nécessite aussi des compétences en informatique. Et ça, c'est problématique pour l'utilisateur lambda qui se retrouve à avoir ces données qui sont collectées à son insu. Et donc, c'est de ça qu'est partie l'idée de créer IoD. Et donc, IoD, c'est ni plus ni moins que ces 3 points. Donc, c'est un système qui est basé sur Android, qui a été débarrassé des mouchards, notamment des mouchards Google. C'est une flotte d'applications qui sont respectueuses de la vie privée. Et enfin, un pare-feu qui a été développé par l'équipe IoD et qui permet de faire plusieurs choses. Déjà, ça montre l'invisible, ça montre toutes ces communications qui sont effectuées par nos applications, tous les échanges de données. Donc ça, normalement, c'est opaque, que ça soit sur Android, sur Apple ou sur iOS. Vous n'avez pas la visibilité sur ces collectes de données, ces échanges. Donc nous, déjà, on permet à l'utilisateur de visualiser ce qui se passe. Là, vous avez quelques exemples d'applications qui sont plus ou moins connues. Et vous voyez ici, en fait, j'y reviendrai après, mais la partie qui est noire, c'est les requêtes de données, les tentatives de collecte de données par un tas de destinataires qui sont automatiquement bloqués par le système. Donc nous, le pare-feu qu'on a développé bloque automatiquement en permanence sur le téléphone des collectes de données et il en laisse une partie qui ne sont pas automatiquement bloquées. Donc qu'est-ce qui est bloqué? Ça peut être des publicitaires. Donc vous aurez moins de publicité sur un téléphone IoD, notamment sur les pages web. Il y a plein de bannières de pub. En général, sur certains sites, vous avez des publicités à droite à gauche. Vous aurez plus de publicité. Vous avez des mouchards. Donc ça, c'est les librairies dont je parlais au début, notamment les librairies Google, etc., qui sont incorporées dans les applications. Moins de spammers. Et vous pouvez aussi avoir des logiciels malveillants qui sont automatiquement bloqués. Et donc, vous pouvez mesurer le
le respect de la confidentialité des données par chacune des applications. Vous avez le rapport noir-bleu qui vous permet vraiment d'avoir un audit sur les applications que vous installez. Petite parenthèse sur le côté écologique. On vend des téléphones, chez IoD, on vend des téléphones qui sont soit reconditionnés en France, on a des partenaires français, on vend des Sony et des Samsung, et aussi on vend des téléphones neufs, donc on travaille notamment avec Fairphone, peut-être que ça vous parle comme marque. Donc c'est des téléphones qui sont modulaires et qui se veulent éthiques. Donc on travaille avec 2 marques pour vendre des téléphones neufs éthiques également. Sur le système, le téléphone, du fait qu'il soit débarrassé des mouchards Google et qu'il y ait moins de collecte de données, on peut noter une meilleure durée de vie de la batterie aussi. Ça, c'est intéressant. Voilà, alors je voulais éventuellement faire une démo directement sur le téléphone en projetant l'écran, mais bon là j'ai pas mon PC donc je peux pas le faire. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble l'interface IoD, ce que vous pouvez voir quand vous lancez le système IoD. Sur la page d'accueil, vous avez une application qui s'appelle IoD, et quand vous l'ouvrez, vous tombez sur cette page. C'est l'accueil du bloqueur et qui vous montre par défaut aujourd'hui le nombre de requêtes de données que le système a bloquées automatiquement. Là, vous voyez que sur cet exemple-là, il y en a eu presque 6000 et qui venaient de 16 destinataires blacklistés. Donc ces destinataires blacklistés, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être des publicitaires, etc. C'est des sites web qui sont automatiquement bloqués par le système. Donc quand vous passez de l'accueil au rapport, vous tombez sur l'audit sur les applications, vous voyez ce qui a été bloqué par application. Donc ça vous permet de voir ces destinataires, d'où ils venaient, et de pouvoir auditer les applications. Vous avez aussi donc la liste des destinataires en brut. On vous montre le nombre de requêtes bloquées. Ici, vous voyez par exemple Google Analytics qui est beaucoup utilisé sur les sites. Vous avez du Google, notamment ici sur le navigateur. Donc ça, c'est le navigateur qu'on a mis par défaut, c'est Firefox. Et vous avez du coup cette liste-là qui vous permet de voir tout ce qui a été bloqué, tous les sites bloqués. Ici, vous avez... d'ailleurs, n'hésitez pas à me stopper si vous avez des questions. Ici, vous avez les requêtes, ce qui se passe en temps réel, en fait, sur les 10 dernières minutes. Oui, il y a une question. Alors, est-ce qu'on peut migrer sur IoD? Donc, j'imagine si vous avez déjà un téléphone, est-ce qu'on peut installer un système IoD? Oui, c'est possible. Si vous avez le bon modèle, aujourd'hui on supporte une quinzaine de modèles différents. Donc on en a de chez Samsung, Sony et du coup Fairphone et TerraCube, une autre marque. Si vous avez le bon modèle, vous pouvez installer le système. Par contre, ça nécessite des compétences en informatique parce que c'est pas juste une application qu'on installe. C'est tout un système, donc il faut faire des manips et c'est pas si simple. C'est pour ça notamment qu'on propose les téléphones directement avec le système préinstallé. Oui. Non, Apple, c'est... Alors, est-ce qu'on travaille avec Apple sur des iPhones? C'est pas possible parce que l'écosystème d'Apple est totalement fermé. Alors que Android, la base du système d'Android est open source et libre. Donc en fait, nous, on peut construire des briques à partir du système de base Android. En fait, si on enlève les parties propriétaires qui sont les applications préinstallées et on peut changer des réglages du système, ensuite, c'est faisable pour nous de construire un système basé sur Android et qui protège les données, alors que sur Apple, on ne peut rien faire. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Vincent. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Android est basé sur le projet AOSP, qui est Android Open Source Project. Donc tout ce qu'on connaît comme téléphone Android sont basés sur une énorme base de code que tout le monde peut récupérer, tout le monde peut travailler dessus. Donc en général, les constructeurs de téléphones partent de cette base-là et puis la modifient, rajoutent leurs briques propriétaires, etc.
Et du coup, il y a pas mal de projets open source dont certains sont assez importants pour développer des systèmes alternatifs qui peuvent s'installer sur pas mal de téléphones. Donc celui sur lequel on est basé nous, c'est un système qui s'appelle Lineage OS. Donc il y a déjà énormément de gens, si vous voulez, qui ont travaillé sur cette variation d'Android. Et donc, on vient nous rajouter notre couche par-dessus tout ça. Donc, c'est tout un assemblage en fait de logiciels libres qui ont été construits à partir d'Android. Tout ça parce que le code d'Android à la base est libre. Contrairement à iPhone qui lui est totalement fermé. Donc là, on peut absolument rien faire sur les iPhones. Voilà, du coup, vous avez là ce qui se passe en direct, ce qui est bloqué ou ce qui est passé sur les 10 dernières minutes. Et enfin, dans les paramètres, vous pouvez contrôler le bloqueur. Donc, si jamais, alors, de base, on a une protection standard qui bloque une grosse famille de destinataires. Mais il se peut, par exemple, que malencontreusement, il y ait un destinataire qui permette de faire une certaine fonctionnalité dans une appli. Si vous utilisez, je ne sais pas moi, par exemple Facebook, et que à cause du bloqueur, vous ne pouvez pas faire une certaine fonctionnalité sur Facebook, je dis n'importe quoi, hein, mais uploader une photo, par exemple, eh bien, vous pouvez contrôler le bloqueur, débloquer le bloqueur pour que vous puissiez utiliser Facebook, ou alors vous pouvez aussi renforcer la protection et bloquer encore plus de destinataires. Mais là, pareil, si vous bloquez trop de choses, trop de destinataires à la fin, vous pouvez avoir l'application qui dysfonctionne. Donc c'est pour ça que de base, on met une protection standard qui n'empêche pas la fonctionnalité des applications. Question au fond. Donc la question c'est est-ce que l'application Tous Anti-Covid fonctionne sur iOD et est-ce que ça n'est pas une porte ouverte alors j'ai pas entendu tout à fait bien la suite à d'autres collectes de données. Alors l'application Tous oui. Bon, je peux répondre rapidement. Ça fonctionne et le bloqueur iodé, alors je ne sais pas exactement ce qui se passe sur cette application en particulier, mais vous pouvez l'utiliser et le bloqueur iodé bloquera une partie je ne sais pas avec qui communique l'application Tous Anti-Covid exactement, mais vous auriez tout un... Si vous avez elle communique avec des destinataires qui sont dans notre blacklist, dans la blacklist du pare-feu, ils seront automatiquement bloqués. Donc ça minimise la collecte de données par rapport à si vous installiez cette application sur un Android classique. En fait. Ce qu'on peut dire, enfin, a priori, les données qui sont collectées par Tous Anti-Covid sont a priori envoyées sur un site institutionnel. Donc, soit vous acceptez que ces données-là partent de votre téléphone et vous installez l'application anti-Covid, soit vous n'acceptez pas et donc vous n'installez pas l'application anti-Covid. Ou alors, vous pouvez bloquer son accès à Internet. Par exemple, une fois que vous avez téléchargé votre QR code, vous décidez que vous ne voulez pas que l'application envoie des données. Donc là, vous pouvez bloquer toute communication Internet de cette application-là. Mais bon, cette application-là, en tout cas, fonctionne bien sous iOD. Après, nous, si vous voulez, on ne bloque pas. Par exemple, quand on dit qu'on va bloquer la collecte de données de Google, de Facebook, etc., ça a des limites, c'est-à-dire qu'on ne va pas empêcher non plus l'utilisateur d'utiliser l'application Facebook ou l'application Instagram, etc., s'il le souhaite. Donc ces applications-là, la plupart d'entre elles vont très bien fonctionner sur le téléphone.
quand on les utilise, on sait très bien qu'on envoie des données. Du moment qu'on écrit, qu'on publie des choses sur Facebook, de toute façon, on est volontaire pour envoyer ces données, donc il n'y a pas de raison de les bloquer. Par contre, ce qui est bloqué, c'est que, par exemple, l'application Instagram ne va pas pouvoir forcément envoyer des données vers l'outil de collecte de données de Facebook ou d'autres. Il y a des communications comme ça qui sont coupées notamment entre applications. Donc ça, comment dire, ça segmente un peu plus l'utilisation des applications. Voilà. Bon, je pense qu'on a... Actuellement, oui. Oui, donc la question c'est est-ce que la blacklist est modifiable par l'utilisateur? Alors pour l'instant, on n'a pas donné cette possibilité-là. Donc ce que l'on fait, c'est que on met à jour régulièrement cette blacklist et environ tous les mois ou tous les 2 mois, on offre une mise à jour du système avec les derniers patchs de sécurité, des petites évolutions, avec une mise à jour de la blacklist. Bon, si vous y connaissez un petit peu en informatique, c'est facile d'aller modifier la blacklist, mais bon, donc c'est faisable avec des connaissances en informatique. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas. Par contre, on est en train de travailler activement toujours sur le bloqueur. Donc récemment, on a rajouté différents niveaux de protection. Des protections ciblées aussi, protection par exemple pour justement les sites, tout ce qui est type réseaux sociaux, on peut complètement les bloquer si on le souhaite. Et donc on continue à développer le bloqueur et actuellement on travaille sur les fonctionnalités de blocage ciblé de domaines où on pourra choisir pour chaque application quelles sont les communications que l'on ne souhaite pas autoriser, ou bien au contraire, lorsqu'elles sont interdites, est-ce qu'on souhaite les débloquer? Donc il y aura une customisation possible de la blacklist. Et après, à terme, bon, on fera d'autres évolutions justement permettant toujours plus de customisation de ce qu'on peut faire, des choix que l'on peut donner, bloquer ou ne pas bloquer. L'idée, c'est d'avoir le plus de contrôle sur son terminal et de pouvoir vraiment contrôler cette collecte de façon la plus fine possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, alors on a mis une flotte d'applications, on va dire, fonctionnelles, basiques. C'est un client mail. On a mis une galerie, un appareil photo, un navigateur basé sur Firefox. Donc ça, vous avez l'équivalent pour Google sur chacune de ces applications. Pour ce qui est de Google, par contre, vous avez un espace cloud qui est automatiquement attribué chez Google quand vous créez un compte Google. Pour l'instant, chez IoD, vous n'avez pas cet équivalent. Donc vous n'avez pas quand vous, par exemple, vous lancez le système IoD pour la première fois, vous n'aurez pas un identifiant IoD à créer avec un espace où vous pouvez stocker les photos, par exemple, comme vous avez sur Google Photos, etc. C'est une piste qu'on souhaiterait approfondir plus tard, pouvoir fournir de l'espace cloud pour les utilisateurs dès la création, dès le lancement d'Android et pouvoir leur attribuer un espace cloud. C'est quelque chose qui peut être très utile et qui n'est pas actuellement sur IoD par rapport à Google. Ouais. Oui.
C'est-à-dire que vous voulez débloquer votre téléphone pour pouvoir installer IoD. Ben, ça dépend complètement des téléphones en fait. C'est-à-dire que sur les Samsung, il n'y a pas du tout besoin de logiciel, il suffit d'aller dans les paramètres de développement et vous avez une option à cocher qui est le OEM Unlocking et qui vous permet ensuite de prendre le contrôle du téléphone. Alors il faut s'y connaître un peu, il faut le mettre dans un mode spécifique qui est le mode download. Donc c'est en appuyant sur une combinaison de touches. Et ensuite, à partir de là, il y a quelques étapes à suivre pour modifier le système en téléchargeant sur le téléphone un certain nombre de choses. Enfin, il faut modifier par exemple ce qu'on appelle le recovery, etc. Donc, pour le déblocage initial du téléphone, en gros, chaque constructeur a sa propre méthode. Les Samsung, c'est simple et rapide. Sur les Sony, il faut récupérer un code de déblocage. Donc ça, c'est à demander sur le site de Sony. Ensuite, les Fairphone et les TerraCube, ça se fait très simplement aussi. Et voilà, en gros, c'est les 4 constructeurs qu'on supporte actuellement. Donc sur cela, il n'y a pas de difficulté. Voilà. Après, il y a des constructeurs pour lesquels c'est plus compliqué, voire impossible. Par exemple, les Huawei, depuis un certain temps, on ne peut plus du tout les débloquer. Donc, de toute façon, on ne supporte pas cette marque. Voilà. Donc, si votre téléphone est supporté par IoD, en fait, vous n'aurez a priori pas de difficulté à le débloquer pour installer le système. D'autres questions ? Oui. Bonne question aussi dans le chat. Est-ce que le Play Store est activé ? Est-ce que le Play Store est activé? Alors sur IoD, on a mis 2 Play Store. On a mis un Play Store qui s'appelle F-Droid, qui est un magasin d'applications qui sont complètement libres, open source. Donc c'est un magasin qui n'a pas énormément d'applications. Il y a des applications qui sont intéressantes et qui sont notamment pas sur le Google Play Store. Par contre, pour le Google Play Store, on passe par un autre magasin qui s'appelle Aurora Store et qui donne l'accès aux applications du Google Play Store, donc toutes les applications, mais de façon anonyme. Donc vous n'avez pas besoin de compte Google pour accéder et télécharger à ces applications. Donc vous arrivez sur le... J'ai pas de capture là, mais quand vous êtes sur l'écran d'accueil de IoD, vous avez une application Aurora Store qui, quand vous l'ouvrez, vous cliquez sur se connecter en anonyme et vous accédez à toutes les applications du Google Play Store. Un petit complément, sur Aurora Store, vous pouvez aussi vous connecter en rentrant un identifiant Google et récupérer les applications que vous avez achetées. Alors attention, il y en a certaines où ça fonctionnera et d'autres où ça ne fonctionnera pas. Donc ça dépend des applications. Après, nous, notre objectif étant quand même plutôt d'essayer de se débarrasser des services Google, d'essayer de ne pas s'identifier, etc. Donc dans l'idée, c'est plutôt la connexion anonyme qui nous intéresse. Et donc cette connexion anonyme permet d'avoir accès à tout ce qui est gratuit sur le Play Store. Alors une autre question, comment gérez-vous le biode ? Le biode ? Le blob. Le biode, c'est l'acronyme de... Ah, Bring Your Own Device. Donc c'est quand vous avez une flotte d'applications de l'entreprise sur le système. Alors ça, je pense que...
On n'a pas eu, je dirais, l'occasion de. Enfin, on n'a pas eu l'occasion de travailler avec une entreprise pour voir ce qu'il est possible de faire. Est-ce que les applications de l'entreprise sont supportées par le téléphone? Ça, à vrai dire, on ne peut pas répondre comme ça. Disons que en général, les applications sont très bien supportées, sauf si elles ont des liens très forts avec les services Google. Parce que donc, un petit point technique qu'il faut comprendre, c'est que sur un téléphone Android, que vous achetez n'importe où, enfin sur tous les constructeurs, vous avez tout un tas d'applications Google qui sont intégrées dans le téléphone. En particulier, une d'entre elles qui est invisible, mais bien présente, qui est l'application des services Google. Et cette application-là est en quelque sorte le point névralgique de toute la communication avec Google. Et c'est entre autres celle-là qui vous permet d'avoir des notifications en temps réel, ce genre de choses. Ces applications Google-là ne sont pas intégrées dans notre téléphone. Par contre, il y a un équivalent libre des services Google qui offre certaines fonctionnalités, entre autres les notifications, mais qui ne supporte pas complètement toutes les API Google. Donc, de ce fait, certaines applications ne vont pas fonctionner. Mais finalement, en tout cas, les applications qui n'ont que très peu de liens avec ces services Google fonctionnent en général parfaitement. Donc, j'imagine que les applications développées pour des entreprises, a priori, n'auront pas forcément beaucoup de liens avec les services Google. A priori, ou peut-être éventuellement le système de notification Google qui fonctionne plutôt bien sur l'équivalent libre des services Google. Mais je pense que les entreprises développent plutôt des applications qui n'envoient pas des données partout sur n'importe quel service externe, etc. De type Google ou autre. Donc il y a de bonnes chances que au sein d'une entreprise, le système IoD puisse être intéressant. Donc, si jamais il y a des gens dans la salle qui sont, ou par Internet, qui sont intéressés pour faire l'expérience, en tout cas, nous, on serait tout à fait disposés à tester ça avec une entreprise. Ouais, ça se prononce I. Alors, moi, je peux vous parler de quelques particularités et quelques fonctionnalités originales qu'on a sur IoD, notamment sur ce troisième point ici, qui est le pare-feu qui a été développé par IoD et qui, en fait, permet de protéger sur toutes les applications et même sur des communications qui émaneraient du système. Et donc ça, c'est très important si, par exemple, vous prenez un système de base et que vous installez par-dessus des applications. Nous, on a mis une protection sur ça. Donc, la première couche on va dire de nettoyage du système et des applications, etc., et la repopulation avec des applications alternatives respectueuses de la vie privée, ça, c'est commun. Chez IoD, il y a ce pare-feu que l'on a développé qui permet vraiment d'avoir ces 3 points que j'ai évoqués tout à l'heure sur le fait d'avoir la visibilité sur les destinataires et ce blocage qui est intégré et qui marche en permanence sur le système. Ensuite, une autre petite particularité, c'est sur les applications qui sont préinstallées sur le système IoD, elles sont désinstallables. Parce qu'aujourd'hui, sur un iOS ou sur un Android, pour désinstaller une application préinstallée, c'est pas possible. Vous pouvez forcer l'arrêt, mais pour le désinstaller, il faut de suite aller dans il faut avoir des compétences informatiques pour la désinstaller à la main. Et donc, c'est pas faisable. Alors que nous, on a depuis quelques mois, on a la possibilité de vraiment désinstaller toute
toutes les applications sur le système IoD. Vous partez vraiment, si vous voulez, si vous le souhaitez, d'un système qui est quasiment vierge. Peut-être une autre différence importante, c'est que nous, finalement, on reste assez proche du système sur lequel on est basé, qui est donc, comme je disais tout à l'heure, Lineage OS. Donc on reste très proche de ce système-là, qui est déjà très bien fait, que ce soit d'un point de vue ergonomique, que d'un point de vue de certaines applications qui sont déjà présentes. Donc on réutilise au maximum ce système-là, sur lequel travaillent des centaines de personnes dans le monde. Et on se concentre sur des fonctionnalités nouvelles, comme le bloqueur ou le fait de pouvoir désinstaller des applications, sans forcément chercher à modifier ou à personnaliser des choses qui existent déjà et qui fonctionnent déjà très bien. Donc on se concentre vraiment sur les nouveautés qu'on apporte au système, en particulier le bloqueur. Donc c'est là qu'on met vraiment beaucoup d'efforts. C'est vraiment le cœur de notre travail au final. Et peut-être un petit complément là-dessus, il existe des applications qu'on peut installer sur le téléphone, certaines téléchargeables sur le Play Store par exemple, qui permettent aussi de faire du blocage de publicité, etc. La grosse différence qu'on a, c'est que nous, on intègre ce blocage vraiment au cœur du système, ce qui nous permet d'avoir un contrôle beaucoup plus fin, des statistiques plus intéressantes, et aussi de pouvoir utiliser le VPN, ce qui est impossible avec certaines de ces applications de blocage de publicité. Donc nous, le fait d'intégrer tout ça vraiment au cœur du système nous permet de garder toutes les fonctionnalités du système, en particulier le VPN. D'autres questions ? Question un peu intéressée. Nous, avec Oxynon, on développe une solution de coffre-fort pour gérer ses mots de passe, ses identifiants, etc. Qui sont une alternative à tout ce qui se fait sous Apple ou les autres. Et je veux savoir quels seraient les critères de sélection, de recommandation pour faire partie des applis qui seraient nativement installées sur vos solutions. Ça peut être fait d'ailleurs de d'autres personnes, pour être intégré, je dirais, de base dans un système comme le disons que nous, on regarde, si vous voulez, deux choses. C'est-à-dire, premièrement, est-ce que c'est une application qui va intéresser les gens, que la majorité des gens va trouver utile? Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est est-ce que l'application est simple, ergonomique? Voilà, c'est la simplicité. Dans les applications qu'on choisit, c'est beaucoup la simplicité d'utilisation qui nous guide. On veut que le système soit le plus accessible possible à l'ensemble des utilisateurs. Donc si ça s'avère trop compliqué, a priori, ça ne nous intéresse pas. Voilà, c'est essentiellement ça que l'on va regarder. Après, ça ne veut pas dire que l'application ne peut pas être puissante. C'est-à-dire qu'il peut y avoir tout un tas éventuellement de réglages un petit peu compliqués ou des choses comme ça. Mais il faut que la vision première de l'application et les fonctionnalités de base soient vraiment très lisibles et très facilement accessibles. Oui, juste pour la parenthèse, nous, les clients qui achètent nos téléphones, c'est en général pas des technophiles, c'est des gens qui ont une utilisation parfois très basique du système Android. Donc on a vraiment besoin et dans l'idée de les accompagner et de les guider un maximum et de simplifier, de vulgariser même, parce que l'application, c'est une application, le pare-feu qu'on a développé par exemple, c'est une application qui est sophistiquée, qui est puissante, et notre objectif c'est vraiment de garder ça, de garder l'interface le maximum, le plus simple possible pour que ça soit compréhensible pour n'importe qui. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un argument très important. Si on ajoute une application, on va regarder qu'elle soit bien comprise et qu'elle soit facile d'utilisation dans le système.
bloquer la géolocalisation du téléphone? Alors, est-ce que IoD peut bloquer la géolocalisation du téléphone? Non, ça se fait directement depuis les réglages Android. Vous pouvez bloquer ou non, l'activer ou le désactiver la localisation. Et chacune des applications aussi ont des permissions. Et quand elles ont besoin de la localisation, elles le demandent explicitement à l'utilisateur. Quand vous utilisez l'application, vous avez souvent la pop-up qui vous demande si elle peut utiliser la localisation. Sur le bloqueur IoD, on ne va pas regarder le type de données, si c'est une donnée de localisation ou non qui a été bloquée ou qui a été autorisée, parce que ça nécessiterait de déchiffrer la donnée, etc. Et donc ça implique d'autres complications derrière. Donc chez IoD, c'est du blocage par destinataire. C'est vraiment, est-ce que ce destinataire est légitime ou non? Est-ce qu'on le bloque ou non? Pour le type de données, et notamment si c'est la donnée de localisation qui est collectée, ça se fait depuis les réglages Android de base, donc sur le système IoD, ou sur l'application en elle-même en refusant des permissions. Oui. Vous avez combien d'utilisateurs à l'instant T où vous parlez là? Alors on a deux types d'utilisateurs. On a les clients qui achètent les téléphones déjà préinstallés, et on a aussi des utilisateurs qui installent le système directement sur leur téléphone quand ils ont un des modèles supportés. Donc on en a une quinzaine, il me semble, ou peut-être un peu plus maintenant. Et du coup, on a quelques milliers d'utilisateurs. On en a entre 2000 et 4000. Je mets une grande fourchette d'utilisateurs. Mais on peut pas... comme on fait pas de... On ne collecte pas les données de télémétrie ni rien. On a juste le nombre de téléchargements en fait, sur nos mises à jour. C'est la seule donnée qu'on a. Du coup, aujourd'hui, ce n'est pas si facile d'avoir un chiffre précis, mais c'est une fourchette entre 2000 et 4000 utilisateurs. Peut-être plus, mais je pense que c'est... C'est peut-être dans ces eaux-là, mais vraiment, on ne peut pas répondre précisément à la question, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on collecte les données des utilisateurs, ce qu'on ne fait pas. Donc, D'autres questions? Oui. Votre logiciel est open source. Et par exemple, j'ai entendu une question qui fait référence au logiciel qui était justement destiné aux personnes qui connaissaient un petit peu les technologies. Et comme votre logiciel cible des personnes lambda, enfin des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances, au niveau de votre démarche, disons publicitaire, elle est peut-être un petit peu plus difficile, étant donné que c'est quand même ciblé sur des individus qui doivent quand même connaître le fait que les données, en tout cas les personnes qui sont touchées par ça, par le fait que les données sont récupérées, ou il faut avoir un petit peu de connaissances malgré tout. Je voulais savoir si vous aviez pensé justement à votre communication, comment vous faites passer le message. Comment on communique vis-à-vis des clients qui ne connaissent pas trop, qui ne savent pas trop comment ça se passe? Disons que par exemple, les personnes qui m'entourent sont la plupart des personnes qui ne connaissent pas grand-chose à l'informatique. Et si je leur parle par exemple d'un logiciel open source qui ne récupère pas les données personnelles des individus, elles ne seront pas forcément sensibilisées à ça parce qu'elles manquent de connaissances à ce niveau-là. Et le fait que justement le logiciel ne touche pas les personnes qui connaissent la technologie, est-ce que c'est pas un frein justement étant donné que la communication se fait en grande partie par ces personnes-là? Oui, alors c'est un peu pour ça qu'on fait un effort important sur l'interface utilisateur pour permettre de vulgariser un maximum et de faire comprendre à quelqu'un qui est pas technophile, de lui montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe sur son téléphone. Et donc l'interface, on a essayé de la faire la
la plus clairement possible pour que quand vous arrivez par exemple à l'accueil, vous comprenez que IOD bloque des choses déjà. Il bloque des requêtes de données, donc c'est des demandes de destinataires, donc ces destinataires, c'est des sites web, et voilà, IOD bloque automatiquement des choses. Donc déjà, on essaye de vulgariser ça et de simplifier un maximum l'interface pour que des gens qui soient, même des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés, souvent quand je montre par exemple autour de moi l'interface IOD et que je dis voilà ce qui se passe sur le téléphone, voilà ce que ça bloque, souvent les gens sont quand même étonnés de voir la quantité de données qui est collectée en temps normal de façon opaque. Rien que montrer ce qui se passe, ça fait réagir. Après, aussi, il y a un fort travail sur la sensibilisation à faire sur ces cas que j'expliquais au début, sur la collecte qui effectue notamment de façon passive à l'insu de l'utilisateur, effectuée par Google et par toutes les applications. C'est quelque chose que les gens peut-être se doutent, mais ils ne se rendent pas compte de la quantité et de jusqu'où ça va sur cette collecte. Donc, et je ne parle pas des conséquences. Il y a de plus en plus de scandales qui font surface dans la presse, etc., sur le sujet. Mais effectivement, la sensibilisation, c'est très important. Et donc, on essaye, via l'interface IOD, d'aider aussi à sensibiliser les utilisateurs qui ne comprennent pas et voilà, parce que ça les dépasse, ou parce que c'est un sujet compliqué. Et oui, effectivement. C'est fini. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci.